Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et le journal avec vous, David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. L'eau et la boue ont tout emporté. Aurait-on pu sauver des vies dans l'Aude? Le système d'alerte de Météo France semble obsolète. Comment l'améliorer? La réponse dès le début de ce journal. Une nouvelle équipe pour la même politique. Service après-vente hier soir à 20h sur toutes les chaînes par le président lui-même. Emmanuel Macron espère se relancer, mais les nouveaux ministres sont déjà sous le feu des critiques. Et puis, Cocorico, le constructeur automobile Peugeot-Citroën annonce ce matin d'excellents chiffres. Il devient numéro 1 en Europe, donc devant l'allemand Volkswagen. Europe 1. 13 personnes décédées, plus de 60 blessés. Ce bilan catastrophique dans l'Aude aurait-il pu être évité ou au moins limité? Le système d'alerte de Météo France semble s'être déclenché trop tard. Le gouvernement l'admet puisqu'il a annoncé le financement d'un nouveau supercalculateur. Alors comment mieux prévenir les habitants en cas d'inondation? Jean-Sébastien Soldaini, il existe déjà des dispositifs plus efficaces? Oui, plus efficaces car mieux ciblés à l'échelle de la commune et non pas au niveau départemental comme pour Météo France. C'est le cas à Mende sur les bords du Lot. La ville fait partie des plus exposées à ce genre d'intempéries. Alors le maire Laurent Suau a choisi de payer 4 000 € par an pour pouvoir alerter ses administrés. En amont, il y a des échelles qui nous permettent de connaître les hauteurs d'eau de la rivière en quasi-permanence. Et donc, c'est moins de 10 minutes pour informer très rapidement 2000 personnes, soit par SMS, soit par téléphone fixe ou portable. Système similaire pour les assurés de Jean-Louis Charluteau, directeur risque naturel chez Generali. Il dit avoir eu 2 heures d'avance sur les alertes des pouvoirs publics. Une équipe de géographes, d'hydrogéologues, de climatologues qui, 24 heures sur 24, reçoivent une foultitude d'informations en provenance de différentes sources qui va déclencher des consignes qui visent à se mettre, eux, nos clients et leurs biens dans un deuxième temps, à l'abri de ce phénomène. Seule contrainte pour ces deux systèmes, accepter de donner son numéro de téléphone à l'avance, pas de géolocalisation. Tout le contraire de ce qui se fait aux USA où les autorités peuvent envoyer une alerte sonore sur tous les téléphones portables situés dans une zone à risque. Merci Jean-Sébastien Soldaini pour ces informations. Et puis, cette information Europe 1 signée Guillaume Bier, les gendarmes ont arrêté 5 personnes qui étaient en train de piller un camion alimentaire à Trèbes. Ils s'en prenaient à un poids lourd sinistré par l'inondation. 3 hommes et 2 femmes arrêtés en flagrant délit. C'est pour ça qu'on a vu des patrouilles de soldats sur place au lendemain du sinistre. Alors il faut croire que le remaniement était un moment important pour Emmanuel Macron puisqu'il a choisi de s'adresser lui-même aux Français dès 20h, très solennellement, David. Oui, c'est la première fois que ce président a recours à la fameuse allocution solennelle sur toutes les chaînes. Emmanuel Macron a reconnu quelques erreurs d'expression en référence à ses sorties, comme celle sur les Gaulois réfractaires ou le pognon de dingue. Mais il a juré qu'il ne changerait pas de cap. C'est une nouvelle équipe, mais pour la même politique. Même si le casting est fortement renouvelé pour le coup. Oui, Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, Franck Riester à la Culture par exemple. En tout, 4 départs et 8 entrées et une équipe rajeunie, âge moyen 49 ans, avec notamment l'un des chouchous de la Macronie. Gabriel Attal devient secrétaire d'État à la jeunesse. Il a seulement 29 ans. C'est un record sous la Ve République. Notre reporter Jean-Jacques Herry l'a accompagné pour la première journée de sa nouvelle vie. Reportage. En 2007, il obtenait son bac. 11 ans plus tard seulement, le voici bombardé secrétaire d'État rue de Grenelle. Tout est allé très vite, tellement vite que Gabriel Attal hésite encore lorsqu'il désigne les fenêtres de son nouveau bureau. Je crois qu'il est par là. Mais alors là, j'ai pas encore tous les détails. Tout a été vite. Je suis jeune et donc c'est une marque de confiance incroyable. À moins de 30 ans, le protégé d'Emmanuel Macron, ancien socialiste et benjamin de l'Assemblée nationale, est un inconnu du grand public. Lorsqu'il parcourt à pied les quelques centaines de mètres entre son ministère et le Palais Bourbon, on est loin du bain de foule. Les gens vous ont pas encore apostrophé Bah non. Moi je débarque. Moi la notoriété pour la notoriété, je pense pas que ça soit utile. Je pense qu'il faut être reconnu pour ce qu'on fait. Mon objectif c'est de faire. Visiblement les codes de communication sont déjà bien maîtrisés. Mais ce n'est pas la seule qualité de l'ex-étudiant de Sciences Po, visage encore poupin. À la commission des affaires culturelles et de l'éducation, son ancien collègue député Pascal Bois l'a vu défendre avec force la loi sur Parcoursup. Il est dans un domaine pour lequel il a des compétences. C'est pas l'âge qui donne l'intelligence et la pertinence. Pour Gabriel Attal, l'épreuve du feu viendra en tout cas
cas, très vite, il est chargé de l'une des réformes phares de la majorité, la mise en place du service national universel. Et parmi les nouveaux entrants, il y a aussi une secrétaire d'État sur qui se focalisent déjà beaucoup de reproches. Emmanuelle Wargon fait son entrée au ministère de l'écologie comme secrétaire d'État. Avant cela, elle était directrice de la communication de Danone. Cela a suffi pour effrayer les associations écologistes. Cela signerait, selon elle, l'entrée des lobbies au corps même du ministère. Une critique que reprennent de nombreux responsables d'opposition comme Marine Le Pen. Écoutez la présidente du Rassemblement national. Au-delà du fait qu'on retrouve quasiment tout le comité directeur de Danone au gouvernement, le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Hulot avait eu le nez fin lorsqu'il se plaignait de la pression des lobbyistes sur ce gouvernement. On en a rajouté une petite cuillère de yaourt, dirons-nous, dans ce gouvernement. Marine Le Pen au micro européen de Virginie Rival. La liste complète de la nouvelle équipe gouvernementale, vous la retrouvez détaillée et décryptée sur notre site internet europe1.fr. Et Audrey Crespo-Mara reçoit tout à l'heure à 8h15 l'un des promus de ce remaniement, Sébastien Lecornu, qui devient secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Le remaniement derrière lui, Emmanuel Macron va donc pouvoir se remettre pleinement au travail. Oui, dès ce soir, avec un Conseil européen à Bruxelles sous haute tension. Le sujet, c'est le Brexit. Les négociations sont tout simplement à l'arrêt. L'hypothèse d'une séparation avec le Royaume-Uni sans accord est plus vraisemblable que jamais. Les explications de notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Tout est bloqué depuis le week-end dernier. Dimanche après-midi, les Britanniques ont jeté l'éponge. Ils ont dit aux Européens « Non, on ne peut pas accepter les solutions préparées sur le point ultra sensible de la frontière irlandaise ». Theresa May avait fait les comptes, elle n'a pas le soutien politique de son gouvernement et de sa majorité. Alors depuis, l'Europe attend, elle attend que les Britanniques se mettent d'accord entre eux. Le négociateur européen Michel Barnier ne peut que prendre son mal en patience. Nous n'y sommes pas encore. Il reste plusieurs sujets ouverts, dont celui de l'Irlande, et donc ce que je comprends, c'est qu'il faut plus de temps. Nous allons prendre ce temps calmement, sérieusement, pour trouver cet accord global dans les prochaines semaines. Les Européens demandent à la première ministre britannique de leur faire de nouvelles propositions concrètes. Elle viendra leur parler à l'heure de l'apéritif et ensuite au dîner, les 27 vont faire l'état des lieux. Ils n'ont plus le choix, ils vont devoir intensifier les préparatifs à tous les niveaux pour se préparer au scénario catastrophe, une sortie sans accord. Plus probable que jamais, selon les mots mêmes du président du Conseil européen. Et puis nous venons de l'apprendre, Israël ferme ses 2 points de passage avec Gaza après un tir de roquette contre une ville du sud de l'État hébreu qui avait déjà précédemment dans la nuit riposté avec des frappes aériennes. Europe 1. À suivre dans le journal, une bonne nouvelle pour l'industrie française. Le groupe Peugeot-Citroën devient numéro 1 en Europe. A tout de suite. Europe 1. La suite du journal avec vous, David Decamp, et ce sont des chiffres excellents du groupe PSA pour le mois de septembre. Oui, les ventes de Peugeot, de Citroën sont au beau fixe à tel point que le groupe français passe devant l'allemand Volkswagen et devient numéro 1 en Europe. Les explications de notre spécialiste Aurélien Fleureau. Une performance historique. Jamais le groupe PSA, qui comprend Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, n'avait atteint la place de leader du marché européen. Alors certes, le rachat d'Opel l'an dernier n'y est pas étranger, mais ce qui a fait la différence pour enfin devancer le groupe Volkswagen, c'est une meilleure anticipation des nouvelles normes d'homologation des véhicules, explique Maxime Picat, le directeur Europe du groupe PSA. On connaît l'écart qu'on a d'habitude avec le groupe Volkswagen et le fait que les choses se soient inversées, c'est clairement lié au fait qu'on avait bien préparé le passage aux nouvelles normes et que dès début septembre, tous les clients qui venaient dans les concessions pouvaient bénéficier de la totalité de la gamme disponible dans les nouvelles normes à la commande. Et ça a clairement quelque chose qui nous a aidé par rapport à plusieurs de nos concurrents qui ont eu des difficultés. Tous les autres constructeurs ont connu d'excellents mois de juillet et d'août, mais ils ont tous plongé en septembre et PSA en a donc profité principalement grâce au carton de ses SUV. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Cela fait longtemps qu'on l'attend, le film First Man, ça y est, dont Europe 1 est partenaire et qui raconte la vie de Neil Armstrong, sort aujourd'hui dans vos salles. Oui, c'est l'acteur Ryan Gosling qui incarne le premier homme à avoir marché sur la Lune et c'est Damien Chazelle qui est aux commandes de cette super production, un réalisateur franco-américain surdoué dont Mathieu Charrier signe le portrait. L'année dernière, Damien Chazelle est devenu le plus jeune de l'histoire à décrocher l'Oscar du meilleur réalisateur avec La La Land.
Une mère canadienne, historienne, un papa français, professeur chez les Chazelles dans le New Jersey. Les murs étaient couverts de livres. C'est ce qui a donné envie au jeune Damien de raconter des histoires. Le cinéma français aussi l'a beaucoup inspiré. Le cinéma de Jacques Demy, le cinéma de la Nouvelle Vague, c'était une grande inspiration. Et dès son deuxième long métrage, Whiplash, sorti fin 2014, Damien Chazelle emballe la critique, multi-récompensé. Le film raconte la relation entre un jeune batteur et son professeur, son mentor. Des histoires humaines, des destins d'hommes blessés. C'est le cinéma de Damien Chazelle que l'on retrouve une nouvelle fois dans First Man, centré sur la vie de Neil Armstrong. Le réalisateur qui, pour son prochain projet, une série Netflix, tournera à Paris. C'est un peu une histoire de musiciens parisiens, mais aussi de musiciens étrangers qui viennent à Paris et dans cette boîte de jazz. J'ai jamais tourné à Paris, donc c'est un rêve pour moi. Et le réalisateur franco-américain va également réaliser une série pour la nouvelle plateforme de streaming d'Apple. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. Et puis cette fois, le héros s'appelle Antoine Griezmann. Il s'est acquitté d'un doublé hier soir en Ligue des Nations. Il a sauvé la France, qui était menée 1-0 par l'Allemagne. Score final 2-1 pour les Bleus. C'est aujourd'hui la journée mondiale du don d'organes. C'est important. Oui, c'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui existe depuis 2005. L'idée est d'inciter nos concitoyens à réfléchir et à parler entre eux du sujet. Nous rappelons qu'en 2017, en France, 590 patients sont décédés alors qu'ils étaient en attente d'un organe. C'était le journal de David Doucan.